J'ai rencontré la personne en 2015, j'ai dénoncé les violences en 2017 et si je vous disais qu'aujourd'hui c'est pas fini? Bonjour à tous, bienvenue ici, sur notre chaîne. On va aborder un thème, extrêmement important et surtout d'actualité. C'est malheureusement, l'actualité qui nous rattrape un petit peu avec, ce témoignage que je vais vous proposer aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui Laura Deguilage, qui a écrit, 2 livres sur, les violences, conjugales et qui est aussi coaching, et guide, conférencière. Bonjour, Laura. Bonjour Thibaut. Alors, on va évoquer pas mal de sujets ensemble. Alors, il faut savoir que cette interview était programmée depuis quelques jours maintenant et c'est vrai que l'actualité récente avec, notamment la petite Cléana qui a été, assassinée, voilà, va nous permettre un peu de raccrocher un petit peu ce témoignage avec l'actualité. Laura, donc, vous avez écrit, 2 livres concernant, donc les violences, conjugales. Un livre qui s'appelle «Condamné à mort», imaginez un monde où les pervers narcissiques prennent le pouvoir. Et un deuxième que j'ai en main qui s'appelle Mon Everest et c'est l'objet aussi de ce que vous voulez mettre en place également sur des conférences, pour évoquer ce sujet. Laura, donc vous êtes originaire du Val-de-Sambre, Tout à fait, mauvaise. Maubeugeoise et voilà, donc vous avez, un vécu, qu'on va évoquer dans quelques instants. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots aux gens qui ne vous connaissent pas? Alors j'ai essayé de résumer un peu, mais voilà, qui êtes-vous? Voilà, vous en avez fait même votre métier un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis, une petite maubeugeoise, hein, qui a grandi, dans une situation, familiale complexe puisque, en effet, j'accompagne, des femmes victimes de violences conjugales aujourd'hui, des hommes parfois également. Mais, j'ai grandi dans un contexte de violence intrafamiliale, ce qui englobe un peu plus que les violences conjugales. Et donc, en effet, j'ai connu, la violence, dans la famille et j'ai également connu l'inceste quand j'avais 5 ans, dans un contexte familial également. Ce qui m'a amenée à rencontrer le harcèlement scolaire, une fois plus grande et puis, bah, forcément quand on n'a pas un socle solide et ben, on fait, plein de rencontres qui ne sont pas les bonnes. Donc, c'est également tout ce que je vais expliquer dans mon Everest, donc tout mon parcours de résilience, toutes mes chutes, toutes mes catastrophes et comment j'ai pu, réussir à m'en sortir grâce à de très bonnes personnes, que j'ai trouvées sur mon chemin. Alors c'est vrai que il y a pas mal de choses. Vous en avez fait vraiment une mission. Ça, j'ai l'impression que vous vous servez de votre, parcours, aujourd'hui pour, témoigner et surtout pour partager votre, expérience malheureuse. Déjà, pourquoi vous vous sentiez prête ces derniers temps à montrer, enfin à écrire ça, à mettre des mots sur ce que vous avez vécu? C'est pas évident, il y a une reconstruction qui a été faite, j'imagine, après tout ce que vous avez vécu. Quel a été le moment charnière où vous vous êtes dit: «Bon maintenant, je vais le combattre. Je vais passer, l'étape, d'après»? En fait, ça a été, depuis le tout début. On combat les violences et l'inceste pour survivre, tout simplement. Parfois, quand on me pose la question: «Comment tu as fait?» Ben j'avais pas le choix parce que, il fallait avancer, que derrière moi, j'avais, une petite sœur aussi à protéger et donc le moment charnière, je dirais que ça a été quand je suis devenue maman. Puisque, tant qu'il était question de moi, je pouvais encore supporter. Quand j'ai vu cette violence autour de moi, heu, qui finalement impactait mon fils, ça a été trop important et je me suis dit à ce moment-là, soit on meurt tous les 2, soit on survit tous les 2. Et donc j'ai regardé mon fils et je lui ai dit: «On va survivre». Je lui ai fait cette promesse d'y arriver et pour moi ça a été Heu, comme la révélation je me suis dit: «Je vais monter l'Everest». Je me suis donné un but, donc cet Everest, je l'ai dans la chair et c'est également le titre de mon livre, puisque la montagne m'a accompagnée toute ma vie, aussi bien dans l'enfance, dans les moments tendres, quand je partais dans le Jura, que dans les moments compliqués. Par exemple, quand j'ai, embrassé ma maman pour la dernière fois, pour lui dire au revoir alors qu'elle était décédée. On m'a prévenue, on m'a dit: «Ta maman est froide
Et c'est quelque chose qui m'a marquée parce que je me suis dit: «Maman était si douce et si tendre». J'ai fermé les yeux, je me suis imaginée dans la neige et j'ai pu embrasser ma maman. Donc pour moi, la montagne a été un élément, un moteur pour dire d'avancer dans cette quête et quand je subissais des violences conjugales à l'époque, j'ai écrit. Je commençais à écrire, sur l'Everest et un jour, mon ex-compagnon est rentré à la maison et j'entends des pas dans les galets devant la maison et je me mets à écrire, plus sur l'Everest, mais je me sens pas bien, j'ai le cœur qui bat, il rentre, j'ai peur et là, je prends conscience qu'en effet, heu, c'est lui le problème à ce moment-là et c'est pas moi et donc heu, il y avait déjà cette envie d'écrire qui était là. Je suis quelqu'un qui a toujours tenu un journal intime depuis petite, donc j'aimais l'écriture parce que ça l'écriture, c'est aussi une façon de pouvoir, heu, prouver que ce qu'on a vécu, on l'a vraiment vécu. Je l'ai pas rêvé, ça n'était pas juste un moment de pensée, ça n'était pas juste une idée ni un cauchemar. Je l'ai écrit et demain, quand ça ira mieux, je peux le relire et me dire: «Tiens, j'ai vécu ça». Donc c'est aussi un repère, l'écriture, dans la reconstruction. Donc ça m'a servi à ça et puis, donc j'ai commencé à reprendre, l'histoire de ma vie, à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Je suis allée chercher les dossiers puisque j'ai été suivie également par des associations étant plus jeune, par un juge pour enfants. À un moment donné, j'ai été chercher tous ces documents-là et un peu comme un journaliste pourrait faire et donc j'ai recueilli, des photos, des articles, des plein de choses et puis, je me suis dit: «Je vais écrire mon autobiographie» et entre-temps, j'ai fait la rencontre de Dominique, qui est une femme vraiment, vraiment merveilleuse, qui m'a dit: «Mais moi, je vais t'aider» et donc ensemble, on a créé ce livre, qui s'appelle Mon Everest sur cette métaphore entre, la montagne et tout ce que j'ai vécu. Alors justement, vous avez parlé de votre enfance qui était marquée par, ces violences, intrafamiliales. Est-ce qu'en enfant, vous avez, comment dire? Vous avez, réussi à un moment donné à vous dire que quelque chose n'était pas normal, clairement? Est-ce que avec le recul, vous savez le moment charnière qui vous a dit: «Bon là, clairement, il faut que je prenne ma vie en main», quoi, un peu? Alors c'est ce moment de ça n'est pas normal dès qu'on touche, à quelque chose de l'intime, quand on vient poser ses mains sur votre corps et que vous n'avez que 5 ans, vous savez que ça n'est pas normal et vous le savez tout de suite et surtout ce qu'on sait, c'est que si on vient en parler, on va briser toute une famille et donc c'est ce qui m'a fait, garder ce secret pendant de nombreuses années, pendant un peu plus de 10 ans, heu, jusqu'à ce que ma petite sœur ait 5 ans et finalement encore de nouveau là, se dire: «Ouh là, il va falloir protéger cette petite sœur» puisque moi j'avais 5 ans quand ça a commencé et puis, vous savez quand vous voyez votre maman pleurer, prendre des médicaments, se mettre à hurler, essayer de se suicider parce qu'elle en peut plus, que vous voyez des scènes à la maison qui ne sont pas normales et que vous avez des marques sur le corps, à un moment donné, vous vous dites: «Bah, non, ça n'est pas normal». Quand vous en parlez avec, des copains, «Bah, tiens, tu as vécu ça, bah, dis donc quelle soirée, ma pauvre». Non, on comprend que ça n'est pas normal. Là, on est dans les années 90, c'est ça? Oui, Avant tout ça, finalement, avant tout ce cheminement, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, on espère quand même que ça y arrivera à quelque chose, mais c'est vrai que ça, on est dans les années 90 dans un contexte qui est complètement différent de la période qu'on vit aujourd'hui. oui, voilà, la parole de l'enfant à l'époque, elle était, c'est c'était quelque chose qu'on n'entendait pas parler et finalement les familles savaient, qu'il se passait des choses comme ça. Alors on ne savait peut-être pas identifier, la personne, mais pertinemment, les gens savaient. Quand, à l'époque, c'était des gros rassemblements familiaux, on voyait des personnes sous alcool qui avaient tendance à être un peu violentes, à avoir des paroles virulentes. Donc les gens savaient pertinemment que ce qui se passait n'était pas normal. Mais ça restait tabou, c'était secret et ça restait dans la famille. D'où ce poids de l'enfant de ne pas parler. Jusqu'à ce que cela devienne, encore une fois, inévitable. C'est-à-dire que je pars en colonie de vacances avec cette pensée de savoir qu'il faut que je protège ma sœur, et puis, entre-temps, je fais une rencontre d'un ami qui me dit: «Écoute, il va falloir que tu parles sur ce que tu me dis parce que ça n'est pas normal». Donc tout ça chemine et puis je fais la rencontre d'une copine en colonie de vacances. Là, j'ai 16 ans et cette copine m'annonce qu'elle a été violée
et il va faire une tentative de suicide devant moi. À ce moment-là, je cours voir les animateurs et je leur dis, elle va se foutre en l'air, aidez-la. Et puis, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve en elle et sa souffrance, je la vis à ce moment-là. J'avais enfui ça depuis longtemps et à ce moment-là, je ne pouvais plus me taire. Et les animateurs me disent: «Mais comment tu sais ça? Et de quoi tu te mêles, quoi?» Et je dis: «Mais j'ai vécu ça et je vous dis qu'elle va, à ce moment-là, se foutre en l'air», puisque moi-même, j'avais des idées noires à l'époque. Et je suis tombée sur des gens formidables qui ont tout simplement fait leur travail, c'est-à-dire, on dit: «On va te prendre en charge». Et en colonie de vacances, on m'a mis dans un bureau, on m'a dit: «On t'écoute, qu'est-ce qui se passe?» Je voulais pas lâcher le morceau parce que je savais que derrière, j'allais détruire toute une famille. Parce que vous étiez un peu sur l'emprise, quoi. C'est ça Oui, l'emprise, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que l'emprise c'est ça qui détruit un être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'échappatoire, en fait. Vous êtes pris au piège. c'est ça. Et quand vous savez que votre papa est prêt à bondir sur ce prédateur qui a mis les mains sur vous et qui sait à se venger lui-même, vous voulez pas que votre papa parte en prison, vous voulez pas que votre maman sache ça parce qu'il s'agit de son père. Donc, ça va la détruire, ça va l'anéantir. Donc, on garde ça parce que ça fait finalement moins mal de supporter soi-même que de devoir infliger ça aux gens qu'on aime. Donc, ce secret était là. Et puis, je suis tombée sur un directeur de colonie de vacances qui m'a pris en charge également et qui m'a dit: «Moi, je vais contacter le 119 et je vais faire un rapport». Mais on m'a laissé le temps de rentrer à la maison, le temps de pouvoir libérer la parole auprès de ma famille et je savais derrière que je serais pris en charge. Je suis tombée sur un éducateur formidable qui a recueilli la parole et je suis tombée sur une juge pour enfants, à l'époque, qui a entendu ce que j'avais à dire. Donc j'ai eu cette chance dans mon parcours d'avoir des gens qui ont bien réagi, même si c'était le chaos total à la maison. Mmh. Et donc, est-ce que, au fil du temps, on arrivait, vous avez réussi à justement à détecter les signes, heu, voilà, les signes que vous auriez pu, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des signes que vous arrivez maintenant à détecter tout de suite? C'est-à-dire, vraiment ce pervers, narcissique, vous parlez bien sûr de pervers narcissique, de ces relations toxiques. Voilà, vous percevez ça, ces signes-là maintenant? Oui, en fait, ce sont des personnes qui parlent d'amour sans vraiment parler d'amour. Ce sont des personnes qui jouent le théâtre et la comédie face à l'amour. Et je dis toujours, dans ce genre de relation, on souhaite être la belle magicienne à côté du magicien. Ce sont des personnes qui sont grandioses, on a envie d'être sous les feux des projecteurs avec eux. Euh, et puis finalement, on se retrouve la femme coupée en deux dans la boîte. C'est un jeu de magicien qui est assez macabre en fait. Et donc ce pédophile agit de la même manière avec les enfants. Un enfant va être attiré par quelqu'un qui a des bonbons, quelqu'un qui a des ballons, quelque chose de magique et qui va surtout lui dire, pour une petite fille qui est en manque d'amour à ce moment-là parce qu'elle a une fragilité. Moi, j'avais une maman qui était fragile au niveau médical. J'ai été un peu éloignée de mon papa aussi. J'ai dû aller vivre chez mon oncle. J'étais pas très heureuse avec un grand frère assez brusque. Et donc, je me sentais très seule, très, très en manque d'amour. Et donc, quand vous avez un homme, en plus de votre famille, qui vous dit: «Je vais te protéger, qu'est-ce que tu es belle, et viens, je te prends dans mes bras», eh bien, on a envie de recommencer et d'être avec cette personne le plus longtemps possible, puisqu'on se sent en sécurité. Et ces personnes-là ont ce don, ont cette facilité de rentrer en contact parce qu'elles voient les fragilités de la victime immédiatement. Mmh. Et donc, est-ce que ça a été, à un moment donné, est-ce que ça a été compliqué de demander de l'aide? Vous parliez justement tout à l'heure du regard des autres, et cetera. Est-ce que c'est compliqué, dans cette situation-là de demander de l'aide? Est-ce qu'on n'est pas pris au piège et que, il y a pas d'issue, quoi? C'est totalement impossible de demander de l'aide quand on est, un enfant parce qu'on sait qu'on va détruire, les gens qu'on aime. Donc ça déjà, de par la loyauté, c'est impossible de parler parce qu'on va protéger les siens coûte que coûte et on va protéger le secret parce qu'on sait combien ce secret est douloureux. On parlait du poids du silence, hein. Voilà, Ouais. exactement. Donc c'est impossible de parler, sauf si on a des personnes à côté qui vont contrebalancer ce manque d'amour. C'est-à-dire que, OK, nous, on va te protéger, mais différemment. Et on va être là, et on va te soutenir, coûte que coûte. Ce directeur de colonie de vacances, on s'appelait tous les jours.
tous les jours. Il appelait à la maison, j'ai eu des parents qui m'ont laissé être en contact avec lui. Et je pouvais parler, je pouvais déposer cette douleur de voir maman pleurer, de voir papa en colère. Et, et je n'étais plus seule, finalement. Donc quand on est accompagné, qu'on n'est plus seul, le secret devient le secret de tout le monde. Et on n'est plus le seul à porter ce secret. On parle beaucoup, bien sûr, d'une révolution sans doute en cours de la justice française, hein, sur ces dossiers qui tardent finalement à être jugés. Est-ce que vous, votre situation a été jugée rapidement ou vous avez dû, justement, c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est les délais d'instruction qui sont abyssaux. Enfin, clairement, aujourd'hui, on parle de 70 000 dossiers de violences intrafamiliales qui sont en cours. Enfin, c'est quand même assez vertigineux. Est-ce que vous, ce laps de temps, voilà, c'est raccourci ou vous avez dû souffrir encore de ça? Alors, dans le cadre de l'inceste, pour le coup, ça a été extrêmement rapide puisque j'ai eu des gens efficaces autour de moi. Donc, ça a été extrêmement rapide et j'ai été prise en charge tout de suite. Mais Il faut dire aussi quand quand c'est bien, il existe des personnes qui font bien leur travail et qui accompagnent bien. Il faut le dire, c'est vrai. Et je les remercie, ils se reconnaîtront. Et c'est vrai que la prise en charge de la victime, c'est aussi l'accompagner à la maison. C'est-à-dire que quand on a des services et un juge qui agissent très vite, c'est bien. On va isoler la personne, on va isoler l'agresseur le temps d'une garde à vue, le temps de... Mais cette petite fille ou ce petit garçon rentre à la maison. Et ce qu'il vit à la maison à ce moment-là, c'est l'enfer. C'est l'enfer à ce moment-là. Et on ne protège pas l'enfant. Alors la seule solution qu'a la justice aujourd'hui, c'est de prendre l'enfant, on met en placement, on va l'éloigner. Mais imaginez-vous cet enfant qui a gardé ce secret pour protéger cette famille et qui a besoin de s'assurer que sa famille va bien. On va l'écarter et laisser sa famille dans le chaos. Et en plus, il va être isolé. Donc c'est terrible, c'est encore pire que tout. Et moi, à l'époque, j'ai eu une juge qui m'a dit, qui a compris que je voulais rester auprès de ma maman à ce moment-là. Et elle a compris. À l'époque, j'avais besoin que mon agresseur ne soit pas condamné. Je ne voulais pas porter la culpabilité d'emmener mon grand-père en prison. Ça a été tout à fait entendu. Après, avec le recul, je me suis dit que finalement, s'il avait pris une peine, ça aurait été quand même plutôt chouette. Et on parle aujourd'hui je n'ai plus le mot, je suis désolée, de pouvoir poursuivre les agresseurs 20, 30 ans après. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Puisque moi, euh, il m'a fallu plus de 10 ans pour réagir et pouvoir dire oui, en effet, j'ai besoin d'être reconnue victime, j'ai besoin qu'il soit reconnu coupable, j'ai besoin de porter plainte, j'ai besoin d'être reconnue victime entièrement. Parce que je suis libérée de ce poids, de ce secret, et j'ai quitté l'emprise familiale, donc j'ai besoin. Et à ce moment-là, on m'a dit, mais non, madame, vous ne pouvez pas porter plainte, puisqu'il est trop tard. Ouais, ça. Hein, donc ça a été ça. Et puis ensuite, derrière, il est décédé, donc il n'y avait plus ce besoin non plus. Par contre, dans le cadre des violences conjugales, puisque forcément j'ai fait une mauvaise rencontre par la suite, puisque ce manque d'amour étant bien présent et qu'on ne m'a pas pris en charge en tant que victime d'inceste, ce manque-là, ce vide-là, vous grandissez avec. Et donc, vous êtes la proie facile de tous ceux qui pourraient vous approcher avec cette magie de l'amour. Et donc, j'en ai fait les frais. Et j'ai rencontré la personne en 2015. J'ai dénoncé les violences en 2017. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, c'est pas fini? Et si je vous disais qu'aujourd'hui, la justice, pénalement, n'a pas encore agi? Mmh. Mmh. Bah, malheureusement, il y a énormément de dossiers qui sont encore comme ça, hein. Oui, et il y a eu énormément de plaintes. Elles ont toutes été classées sans suite. Et donc, 10 ans après, on en est où? On est nulle part. C'est une personne qui a tenté de me tuer. C'est une personne qui m'a séquestrée. C'est une personne qui m'a violentée physiquement, psychologiquement. Où est la justice? Mmh. Donc, les gens veulent faire justice soi-même. Les gens en ont un ras-le-bol. Moi, j'ai décidé de comprendre. J'ai décidé de chercher. Oui, vous avez créé donc justement une entité, enfin c'est quoi? C'est une association? C'est une renaissance? Alors, Renaissance est une auto-entreprise. Entreprise.
Voilà. Vous faites des ateliers, enfin, vous faites des conférences, c'est ça, liées à Renaissance? Alors, lié à Renaissance, je prends en charge, des victimes, qui me contactent généralement via les réseaux sociaux, soit d'autres personnes, d'autres professionnels qui m'amènent, des victimes et là, on fait tout ce travail, justement autour de l'amour, de la reconstruction. Je les accompagne, porter plainte, je leur fais comprendre, en fait. Le 1er livre est une méthode, pour comprendre, agir et se rétablir des violences conjugales. Et donc, j'applique cette méthode qui a été finalement, tous les bons conseils que j'ai pu recevoir, que ça soit, des amis, de la famille, que ça soit des thérapeutes, des associations qui m'ont correctement pris en charge et donc j'ai écrit ça dans un livre, parce que ça fonctionne. J'en suis la preuve vivante, ça fonctionne et à côté de ça, aujourd'hui, je suis aussi maman, de 3 enfants. J'ai refait ma vie, j'y vais très bien et il a fallu à un moment donné protéger Mmh. cet enfant, Mmh. qui a été également sous l'emprise, de son papa. Et un mot sur, comment dire? Sur la partie, détection du pervers narcissique. Vous me disiez hors antenne, alors, peut-être pas on va pas tout détailler parce que c'est aussi votre travail, mais, en fait, aujourd'hui, vous arrivez à détecter tout de suite, la personne qui pourrait passer à l'acte dans un second temps. Comment, ça se passe? Est-ce que c'est scientifique, en fait, ça? C'est le portrait robot de la personne? Voilà, expliquez-nous un peu. Malheureusement, ici, en plus, dans le Val-de-Sambre, on sait qu'il y a bien sûr l'affaire du violeur de la Sambre, hein. C'est un vrai, prédateur qui a sévi pendant plus de 30 ans, il y a d'ailleurs une magnifique série, enfin magnifique, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est une série poignante, Sambre, que je vous invite vraiment à regarder. Et puis le livre aussi, qui a été fait par une journaliste très compétente. Je vous mets d'ailleurs aussi le livre dans la vidéo. Voilà, vous arrivez à détecter, vous avez ce profil, ce portrait robot finalement de cet agresseur, quoi. Oui, en fait, j'ai beaucoup cherché, comme je le disais, à comprendre, comment ça m'était arrivé à moi, puisque on a tendance à l'époque, en tout cas, on avait tendance à prendre les victimes comme étant des personnes fragiles. «Oh, bah, cette femme n'a pas eu le courage de partir, mais pourquoi elle reste?» Cette fameuse question de pourquoi on reste. Donc vraiment comprendre cette emprise, ce contrôle, pourquoi on part pas? Bah, tout simplement parce qu'on peut pas partir, tout simplement. Parce que derrière, il y a aussi ces enfants qu'on doit protéger et on sait pertinemment que si on part, Noël Agossa le dit très bien, c'est du 100 féminicide. C'est-à-dire que vous aurez énormément de chance si vous survivez à ça. Aujourd'hui, on voit des féminicides, on voit des personnes qui passent à l'acte, on voit des personnes qui tuent. Et en fait, ce profil-là, on peut le trouver déjà en partie dans l'enfance et ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans la manipulation, qui ont fait déjà beaucoup de victimes avant d'arriver dans ces violences conjugales. On peut retracer ça au niveau transgénérationnel. Donc il y a un profil de parent type. L'enfant a une enfance particulière avec un traumatisme dans l'enfance et ce traumatisme-là va, engendrer, des comportements. Alors on va avoir soit ce comportement bienveillant, empathique, j'essaie de faire court, mais empathique, et va se tourner vers un métier, vers les autres. On retrouve beaucoup ça chez les victimes. Parce qu'elles ont eu ce que j'appelle un soleil, une personne bienveillante autour d'elles qui l'a pris correctement en charge quand elle était victime. Ou alors, on a plutôt cet enfant qui va avoir autour de lui cet environnement malveillant d'un adulte qui va lui dire: «Bah, venge-toi». Heu et on va pas trop lui parler d'empathie, et donc cet enfant-là va grandir autrement, va grandir avec la manipulation et c'est un séducteur. Alors on retrouve ça dans les écoles, ce comportement-là dans les écoles au niveau du harcèlement scolaire. Mmh. Vous savez, on a tous, à un moment donné, cette image du quarterback qui est beau, le cinéma est fabuleux.
parce que le cinéma a tout compris des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Et on devrait un peu plus s'inspirer de ce qui se passe au cinéma pour comprendre et créer la justice. Parce que ce fameux quarterback qui est magnifique, ce beau gosse-là, qui brille en société, il va toujours, à un moment donné, se rapprocher dans les films de cette fille qui est fragile. Je vous invite à regarder ce film que j'ai regardé là où chantent les écrevisses. Je l'ai regardé hier soir. C'est tout à fait ça. On a cette jeune femme qui est fragilisée par un abandon familial et qui va tomber sur ce quarterback qui est magnifique. Alors, je dis pas que tous les quarterbacks sont mauvais, hein, mais on a ce profil narcissique de cet homme qui a des amis, qui est bien en société, qui ose parler. Et en fait, cette victime va avoir envie d'avoir la chance de se positionner, d'être forte comme lui, d'être belle comme lui, et, euh, et donc forcément, derrière, elle va devenir sa chose. Elle va s'identifier à lui et perdre totalement l'identité de qui elle est. Et tout simplement, quand vous parlez d'amour à un prédateur, vous voyez à qui vous avez affaire. Dans la simplicité, dans une conversation totalement banale. Si les juges parlaient un peu plus d'amour avec les agresseurs, ils verraient à qui ils ont affaire. Quand vous parlez à un papa, si c'est le cas, un papa qui est agresseur sur son enfant, parlez-lui de l'amour paternel. Ces individus-là sont totalement dénués d'empathie, sont dénués d'amour. Ils ne savent pas. Ils vont briller, vous balancer les paillettes et vous n'allez récupérer que de la poudre, que des miettes finalement. C'est beaucoup de promesses, c'est beaucoup de « je vais changer », mais ils ne changent pas. Ces personnes sont incapables de se remettre en question, incapables de changer. Mais chez la victime, il y a toujours cet espoir de se dire « il va changer ». Je peux le changer puisque moi-même, en tant que victime enfant, j'ai réussi à trouver la recette du bonheur. Et justement, il y a cette. C'est vrai que dans le débat actuel, il y a beaucoup d'hommes politiques et même de personnalités, j'ai envie de dire, de la vie publique qui estiment qu'aujourd'hui, on en fait trop pour la réinsertion de ces hommes, justement. Vous savez, il y a cette question de il va changer, l'incarcération va changer, etc. D'autres sont beaucoup plus radicaux, on réclame des choses beaucoup plus. Je vais pas en parler ici parce que c'est pas l'objet. Et la France a voté quelque chose en 1981 qui a été mené avec beaucoup de conviction. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a ce côté. Mais pourquoi on se concentre finalement sur l'agresseur plutôt que sur l'agressé? Est-ce que ça, c'est un constat que vous faites également? C'est aussi un constat que je fais, mais je pense que tout simplement, nous sommes sous l'emprise, clairement, l'État est sous emprise de quelque chose, de cet espoir qu'on puisse changer l'humain. Alors oui, il y a des hommes que je prends en charge aussi, qui ont pu à un moment donné être violents. Et puis ces hommes me disent, mais je veux changer. Il y a cette volonté de vouloir changer. Chez ces individus qui créent des féminicides et qui, à un moment donné, atteignent une certaine cruauté et sont des criminels finalement, pour moi ne peuvent pas changer, puisque il n'y a absolument aucune volonté de remise en question. Ils sont tellement fiers de qui ils sont. Ils sont tellement l'incarnation d'une divinité ou du bien incarné, que pourquoi ils iraient changer? C'est la société qui a tort face à eux. Et donc quand vous avez, encore une fois, dans une audience, quelqu'un qui est sûr de lui, qui va couper la parole à un juge, qui va monter sur ses grands chevaux et briller sur un jeu théâtral magnifique, où le juge se dit « mais qu'est-ce que je fais de cet individu ?» Et vous avez, parce que ça je l'ai vécu, un juge qui prend le temps d'écouter l'agresseur, de lui dire « mais bon sang, remettez-vous en question ». Et que vous avez l'agresseur qui ne veut pas et qui rigole au nez du juge. Ces individus ne changeront pas. Bah, à l'image de l'agresseur, du présumé agresseur
les primogénitures de la petite Léana, hein. Il a été condamné plusieurs fois, arrêté plusieurs fois, relâché il y a 3 mois après une agression. C'est ça qui est incompréhensible, c'est que c'est par exemple pour ce cas-là, ce cas de figure-là, on est clairement sur de la récidive qui est enfin, il est incontrôlable cette personne. C'est quelqu'un qui ne peut pas changer en fait. Ce sont des individus qui ne peuvent pas s'empêcher. On voit dans des dossiers intrafamiliales, vous avez des services sociaux qui sont totalement dépassés, qui sont harcelés, des mails, des centaines, des milliers de mails, de SMS, d'appels, sont des personnes qui ont cette soif de vengeance, cette envie de nuire à l'autre, de détruire l'autre. Ce sont des prédateurs qui iront jusqu'au bout, jusqu'au féminicide. Et si le féminicide n'est pas acté sur l'instant de la séparation, ils vont alors mettre tous les moyens inimaginables pour pousser au suicide la victime qu'ils n'ont pas réussi à tuer lors du départ. Ah, bon, on va parler alors, c'est trop intéressant tout ça et je vous invite à vous solliciter pour justement échanger parce que on peut en parler en 3 à 4 heures s'il faut parce que forcément vous avez beaucoup étudié sur cette question-là. Je vais parler de petite question un peu personnelle. Si on montre une image de vous jeune, que vous voyez cette photo et que vous avez quelque chose à dire à cette personne-là, qu'est-ce que vous direz à cette jeune-là? Euh, j'ai souvent fait l'exercice et j'aime beaucoup me retrouver face à moi-même aussi. Aujourd'hui, ce que je lui dirais, c'est que c'est une petite fille formidable qui va faire de belles choses et qu'il faut qu'elle croie en son cœur, en ses rêves et que même si ça va être difficile, il faut qu'elle continue de croire en l'amour et l'amitié. Parce que cet espoir m'a permis de continuer. C'est une question qui revient régulièrement. Comment fais-tu, Laura, pour continuer à croire en l'être humain? Comment fais-tu pour finalement continuer de faire des rencontres et de ne pas avoir peur comme ça? Et parce que la vie, c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Je ne sais plus qui disait ça, on ne sait jamais sur lequel on va tomber. Voilà, phrase comme. Et bon, et bien, la vie, c'est ça, c'est faire des rencontres. Bon, il y a un risque, en effet, de faire de mauvaises rencontres, mais il y a également la possibilité de faire de merveilleuses rencontres et de créer de très belles amitiés. Et moi, j'aime vraiment partir à la rencontre des individus et continuer de croire au bonheur parce que le bonheur existe malgré tout ça. Et ceux qui n'osent pas parler, vous leur dites quoi? Déjà que je les crois. Déjà que je les crois. Et ensuite, ce que j'utilise beaucoup comme mot dans mes conférences, c'est la confiance. Puisque ce qui se passe, c'est que les victimes ont peur, n'ont pas confiance, parce que il y a toujours cette peur de qu'est-ce qui va arriver à mes enfants quand on est maman. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais démarrer de zéro, je vais perdre mon emploi, perdre ma maison, perdre mes amis. Et j'ai déménagé 17 fois. Et j'ai redémarré ma vie aussi des dizaines de fois. Et il faut pas avoir peur de recommencer. Parler et recommencer. Puisque c'est une nouvelle page qui se tourne quand on parle. Et il faut pas avoir peur. Il faut oser parce que derrière cet énorme nuage, il y a beaucoup de soleil et beaucoup de choses à vivre qui sont très belles. Et j'en profite, j'avais fait une interview de l'ancien directeur de la brigade des mineurs du 93. Je vous invite à en regarder, je mettrai le lien juste au-dessus de vous. Si vous voulez avoir ce témoignage qui est vraiment fort parce que bon, il a pris sa retraite récemment, mais il a vécu beaucoup de choses en région parisienne. Et le 93, c'est le plus grand département de France. Et les cas de violence intrafamiliales sont colossales. Enfin, en tout cas, il y en a eu énormément. Enfin, le travail qui a été fait par les équipes de la brigade des mineurs du 93 a été très très important. Voilà, je vais terminer avec ça. C'est vrai que l'affaire de Liana aujourd'hui, ça révèle un peu qu'il faut faire du changement. Et les gens réclament du changement. Si vous aviez aujourd'hui face à vous un magistrat, un responsable politique ou un décideur public, quel message adressez-vous en fait à ces gens? Ils sont en responsabilité, on voit le ministre de l'Intérieur le ministre de la Justice pardon, est en train de faire le tour des plateaux télé en ce moment, parce qu'il y a une réurgence ça pour le coup, parce que le peuple se lève aussi. Quand le peuple se lève,
voilà, c'est utile, on peut le dire. Pour vous, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce qu'on dit à ces hauts dirigeants? Je leur dirais de regarder ce qui se passe autour de nous, qu'on est un beau pays, on est la France, mais qu'autour de la France, il y a d'autres pays et il y a d'autres systèmes qui fonctionnent. Et que moi, j'ai eu cette chance à l'époque d'être prise en charge des violences conjugales en Belgique. Et même si je suis revenue dans le sang ravenois, euh, j'ai quand même découvert un autre monde à côté. J'ai été, mais merveilleusement bien pris en charge en Belgique. Je suis tombée sur des associations qui m'ont soutenue, qui m'ont cru, des psychologues. Il y a tout un système, un écosystème quand on est victime là-bas. Vous êtes tout de suite pris en charge euh, et on vous soutient. Les avocats sont formés d'une autre manière. Il y a cette espèce de toile, de toile en coton. Vous êtes pris en charge sans avoir peur, sans la crainte de dénoncer, sans la crainte d'aller dire je suis victime, aidez-moi. Et je pense qu'en France, les victimes n'osent pas parler parce qu'elles ont des craintes, elles n'ont pas confiance. Une maman, elle va avoir peur qu'on prenne son enfant. Une maman ou une femme va avoir peur de redémarrer de zéro. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qui va m'aider? Et quand les associations se soutiennent main dans la main, quand un réseau se met en place, moi, je vois le planning familial, c'est tout de suite occupé de moi. J'ai été pris en charge par l'ONE, ce qui correspond plus ou moins à la PMI en France. J'ai tous les tribunaux qui m'ont vite pris en charge aussi. Et je me souviendrai toujours de cette juge qui, à un moment donné, alors que je ne respirais plus, j'avais le cœur qui tapait, que je n'en pouvais plus, cette juge qui s'est levée et qui m'a dit, un homme qui bat sa femme ne sera jamais un bon père. Est-ce que vous entendez ça en France? Donc je pense que moi je leur dirais clairement, allez voir ce qui se passe aussi ailleurs, parce que on est la France, mais on est aussi l'Europe et on est aussi la planète Terre. Et donc allez voir ce qui se passe aussi à l'extérieur, s'inspirer des systèmes qui fonctionnent. Je dis toujours, bon, je parlais tout à l'heure du profil, hein, regardez au Canada ce qui se passe. Au Canada, les enfants, ils ont des cours d'empathie à l'âge de 5 ans en maternelle. Et quand vous découvrez déjà l'amour et l'empathie, peu importe l'environnement dans lequel vous vivez, eh ben, on sauve déjà beaucoup de victimes parce que cet individu ne va peut-être pas devenir comme il aurait dû devenir, hein, finalement. Et donc, je pense qu'on manque d'amour en France. On va conclure là-dessus, Laura de Guillage. Merci beaucoup pour cet entretien. Donc, je vous invite vraiment donc si vous avez la possibilité, à consulter, enfin à lire les deux livres de Laura concernant ce thème d'actualité. Condamné à mort, le premier, Imaginer un monde où les pervers narcissiques prennent le pouvoir, et le deuxième qui se trouve le lendemain, qui s'appelle Mon Everest, et ça fera l'objet prochainement, pas tout de suite, mais d'une conférence, voilà, d'une masterclass, on peut le dire, autour de cette question-là, où vous abordez toutes ces questions qu'on a abordées dans cette grosse demi-heure ensemble. Merci beaucoup, Laura. Ben merci.